Frappé malgré tout, c'est que on a un très fort effet générationnel. Donc on a les générations les plus anciennes en emploi et qui sont sans doute les moins diplômées, ne sont que très faiblement demandeuses de CIF et plus particulièrement les catégories sociales ouvrières. Et que par contre on a une demande de CIF plus concentré chez les employés plus jeunes, entrés plus tardivement sur le marché du travail et souvent très diplômés. Et c'est même un paradoxe où on voit des employés qui sont titulaires de diplômes, qui sont très supérieurs en gros à ce qui est réclamé habituellement pour exercer la profession d'employé. Et pour quitter cette profession, ils recherchent une formation complémentaire à travers le CIF pour changer d'emploi. Voilà. Donc pour nous, c'était une réflexion intéressante parce que quand on réfléchit sur les grandes masses, d'une part, ça pose des questions sur la façon dont les gens sont informés du droit qu'ils ont et l'usage qu'ils en font. Pourquoi ne demandent-ils rien pour certains et pourquoi d'autres se rue sur un système qui a déjà échoué une première fois. Pour nous, ça alimente une réflexion plus large sur de quoi dispose-t-on pour affirmer avec la force avec laquelle les délibérations européennes l'ont faite que la formation était le trésor exclusif à partir duquel allait la région Europe allait devenir la région la plus riche du monde. Nous sommes un peu dubitatifs à l'égard de cette affirmation et nous ne voyons pas des démonstrations toujours tout à fait convaincantes à la fois au plan micro et au plan macroéconomique. Les personnes qu'on entend privilégiées dans l'accès à la formation, celles dont le niveau de formation initiale est le plus faible, celles qui ont la plus grande ancienneté sur le marché du travail, celles qui vont être confrontées à des fins de vie actives probablement difficiles si elles n'arrivent pas un peu à changer le contenu de leur activité professionnelle. Ces personnes sont de très loin celles qui demandent le moins de CIF. Les jeunes sont demandeurs. La plupart de ces jeunes demandeurs de CIF sont en même temps des jeunes diplômés et qui ont un emploi. Alberto Lopez, qui dirige notre département qui observe les entrées dans la vie active des jeunes, aurait dit déclassés. C'est-à-dire qu'ils sont à la tête d'un diplôme qui est très supérieur, alors ce terme de déclassement est sans doute discutable, mais très supérieur, en gros, à l'emploi qu'ils auraient pu espérer tenir avec ce diplôme compte tenu de celui qu'ils tiennent. Voilà. Donc on appelle ça du déclassement. Et ils redemandent un CIF, donc une formation pour changer d'emploi. Donc un autre diplôme peut-être pour changer d'emploi à nouveau. Ce qui d'ailleurs suscitait mes interrogations sur l'usage de la formation à ce point, conforme certes aux vœux européens, pas forcément toujours ni à l'intérêt du pays, ni à l'intérêt des personnes. On est d'abord face à une énorme ambiguïté sur ce qu'on entend par ce terme. L'Europe vient de décider dans les grandes enquêtes qu'elle conduit et auxquelles nous participons que se former, c'était quelque chose qui était défini par l'individu, c'est tout ce que l'individu entreprend dans le but d'apprendre. Et en même temps, se développe en France, par exemple, la validation des acquis de l'expérience, par lesquels nous voyons qu'un individu qui avait l'intention de travailler, qu'il a fait pendant un certain temps, au moins 3 ans, dans certaines spécialités et à certaines conditions, peut acquérir un titre ou un diplôme qui jusqu'à maintenant n'était accessible que par la formation qu'on entreprenait dans le but d'apprendre. Donc le but de travailler peut procurer des apprentissages qui ne sont pas nécessairement voulus, mais qui finissent par délivrer le diplôme. Voilà. Donc on est dans des choses assez paradoxales.
et des travaux conduits à l'échelle européenne montrent justement que la configuration même du travail peut être porteuse de progrès personnels dans la connaissance, comme elle peut ne pas l'être. Si je prends les derniers travaux qu'a publié Maru Durubela, qui travaille dans un laboratoire associé au CEREC à Dijon, bon, eh bien, cette publication met en doute le credo européen. Non pas qu'elle ait la capacité d'affirmer le contraire, ça n'est sans doute pas possible, mais on peut ni dire oui ni dire non. Les travaux ne sont pas totalement conclusifs dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Alors le doute, évidemment, est intrinsèque au métier du chercheur, hein. Le décideur, lui, il a peut-être beaucoup de doutes, mais il doit choisir. Nous, la chance, c'est qu'on peut entretenir le doute.